Retour sur ce plateau. Bonjour Hugues Hector Sogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également Bonjour à nos téléspectateurs et aux auditeurs de la Diaspora FM. Bonjour Roland, Laurent Tonéikès. Bonjour Carole, bonjour Hugues, bonjour à tous ceux qui ont pris le rendez-vous de nous suivre en direct ou après. Voilà, tout premier sujet à aborder sur ce plateau. Présidentielle 2026, candidature de l'opposition. Boni Yayi, le plus courtisé du moment. Le parti Les Démocrates alerte sur les tentatives de débauchage. Deux principaux sujets à débattre à travers cette thématique. Alors, Roland Tonéikès. Oui, j'ai lu le titre de ce journal, en tout cas, j'ai souri. Est-ce que c'est Boni Yayi qui est le plus courtisé ou bien c'est les députés démocrates qui sont les plus courtisés? Parce que, bon, sauf erreur de notre part, c'est que Boni Yayi ne va pas fléchir pour autant, hein, pour ainsi dire. Et donc, je crois que ceux qui seront les plus courtisés, qu'on va chercher à débaucher ou à intéresser dans une certaine mesure, sont les députés démocrates. C'est vrai que oui, courtisés dans le sens où, oui, certains candidats ou bien certains qui souhaitent être candidats du Parti des démocrates vont le courtiser. Certains devront faire profil bas, certains devront pratiquement aller s'humilier devant lui parce que oui, c'est lui le dernier maître, hein, le dernier, tout comme Patrice Talon du côté de la mouvance. On a pu voir comment est-ce que Wada y est sorti candidat. Et donc oui, du côté de l'opposition également, Boni Yayi sera courtisé par les potentiels ou bien ceux qui ont cette ambition d'être candidats. Mais en même temps, les députés aussi, hein, même s'ils ont donné leur parrainage, vous avez vu le discours, les différents messages qui ont fuité ce week-end déjà sur la déclaration du Parti des démocrates. Donc oui, pas seulement lui, il est courtisé par les potentiels candidats, mais je pense véritablement que les députés également seront courtisés. Et maintenant, il va falloir attendre de voir si certains, soit si Boni Yayi va succomber à la supplication ou à la demande de certains potentiels candidats, ou bien ceux qui ont les ambitions pour être candidats pour le Parti des démocrates. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de noms qui circulent. Hein. Bon, on voit Daniel Eda, on voit Biasawe Yakoubou, on voit Nouroudine Sakasalé. J'en citerai tellement, mais donc toutes ces personnes qui veulent être candidats pour le Parti des démocrates devront, oui, faire profil à Boni Yayi. Mais en même temps, de l'autre côté de la mouvance, on tentera de courtiser les députés, histoire de créer un peu de zizanie dans cette famille politique pour réussir à atteindre certains objectifs. Donc oui, non seulement Boni Yayi est courtisé, je crois que les autres aussi seront courtisés. Et ils sont tous exposés. Là, actuellement, comme je le disais déjà lundi dernier, c'est que je n'aimerais pas être à leur place parce que la pression est tellement énorme pour Boni Yayi, la pression est énorme pour les députés du Parti des démocrates. Boni Yayi qui peu ou prou devra faire très attention dans le choix du potentiel candidat de son parti politique. Un choix mal fait, victoire gagnée d'avance pour la mouvance présidentielle. Et donc, de ce point de vue, il reçoit assez de pression. Et j'ose croire que même, évidemment, les lobbies au plan national et au plan international, que ce soit le lobby spirituel, que ce soit le lobby financier, que ce soit le lobby politique, tous ces lobbies vont mettre la pression sur lui. Et il va falloir qu'il essaie de tenir bon pour ne pas vaciller, soit suite à la forte pression d'un lobby, parce que soit vous cédez pour le lobby financier et vous tombez du côté des lobbies spirituels ou politiques, ou soit vous cédez du côté lobby spirituel. N'oubliez pas qu'il appartient à un courant politique. Et dans ce lot de candidats que nous pouvons citer, il y a des gens qui se réclament de la même obédience religieuse que lui. Et quand je parle lobby financier, je ne vais pas aller dans les détails, il y a beaucoup de choses qui se disent, et puis beaucoup d'informations d'ailleurs qu'on ne pourra pas citer sur un plateau de télévision. Mais il y a aussi le lobby politique, parce que oui, évidemment, il y a que des lobbies politiques viendront lui mettre la pression pour lui de choisir tel candidat, bien qu'étant guidé par d'autres lobbies obscurs. Parce que oui, en mettant la pression sur tel candidat, on est sûr que ce candidat qu'il va choisir, ça va créer de mécontentement dans son parti politique et ça va faire donner un avantage aux candidats de l'autre côté. Donc, c'est le lobby politique. Tout le monde cherchera à contrôler le candidat pour le parti. Il lui revient d'avoir la tête sur les épaules
d'être concentré, et c'est tellement comme il est pasteur, même si il n'est pas officiellement déclaré pasteur, qu'il demande la direction de Dieu. Hugues Hector Zogo. Je partage l'avis de mon confrère. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'on puisse essentiellement penser d'abord aux honorables députés et même éventuellement maires qui détiennent le parrainage, puisqu'en réalité, ce sont eux qui doivent permettre à ce que l'opposition puisse avoir véritablement son quitus et avoir le présidentiable ou le duo présidentiel. Et à la date d'aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, on peut quand même se permettre de dire que Boni Yayi n'est pas la personnalité qui doit subir plus de pression que ces honorables députés à l'Assemblée nationale. C'est vrai que nos tests et lois ne leur permettra pas en réalité de se retrouver du camp de la mouvance avec leur parrainage parce qu'ils n'ont pas ce droit-là. Mais si quelqu'un, par exemple, arrive à laisser le parrainage à l'opposition, mais déclare, comme l'honorable Léon Basile Arros il a déjà fait, que son candidat, c'est le candidat de la mouvance, vous comprenez qu'il y a de l'effritement. On est en train donc d'émietter progressivement les chances de l'opposition d'avoir la capacité de convaincre le peuple. Et mieux, il y a quand même au cours de la fin de la semaine cette sortie sans doute sur laquelle on va revenir tout à l'heure et qui nous permet de comprendre que un autre parti de l'opposition est en train progressivement de s'aligner aujourd'hui pour travailler avec la mouvance. Donc pour moi, les premiers acteurs qui se retrouvent aujourd'hui à subir ce qu'on peut appeler de la pression politique, ce sont les honorables députés à l'Assemblée nationale. Non seulement il faut qu'ils restent dans la posture d'acteurs de l'opposition, donc appartenant au parti les démocrates, mais qu'ils parviennent aussi à assumer jusqu'à la fin de ce processus électoral qui a été enclenché, le fait qu'ils appartiennent à ce parti et que bien qu'ils, au-delà du fait qu'ils aient donné leur parrainage aux candidats qui seraient éventuellement retenus, qu'ils continuent de travailler dans la même dynamique. Sinon, le contraire, laisser le parrainage, par exemple, et faire des déclarations plus tard pour signifier que l'on est en train de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle, pour moi, il y a visiblement une balle donne. Et quand on analyse bien, on peut se poser la question de savoir finalement, est-ce que les différents acteurs se retrouvent au cœur d'un parti politique pour une question d'idéologie ou parfois la question du régionalisme peut parvenir à faire tanguer la barque. Je ne voudrais pas approfondir la réflexion, mais je pense qu'on est en train d'aller à une étape assez décisive et tel que ça se passe là, si les différents honorables à l'Assemblée nationale, au titre du parti, les démocrates, ne maintiennent pas tant soit peu leur cohésion, ça risque d'être très fatal à l'opposition et avant même qu'on ne parte pour les élections, le match serait déjà plié. Alors Laurent Tonéi, est influent? Oui, l'homme l'est. Mais comment comprendre concrètement le rôle que joue aujourd'hui Boni Yayi dans l'arène politique béninoise? Mais je crois que le rôle que joue Boni Yayi, tout le monde sait, il joue le rôle d'opposant. Il n'a pas digéré le fait que Patrice Talon, son ennemi, ami, est devenu ennemi, lui prenne le pouvoir en 2016. Et ça, il continue à travailler pour lui reprendre le pouvoir, pas lui personnellement, mais que son poulain ou son je ne sais quoi, son choix, le choix qu'il va opérer, cette personne puisse lui prendre le pouvoir à la mouvance. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est opposant. Et tout le monde sait que le rôle qu'il joue, c'est de faire en sorte que celui qu'il va proposer soit celui-là qui gagne les élections en 2026. Et son ambition, on a pu voir également, c'est aussi de faire en sorte que son parti ait la majorité à l'Assemblée nationale, et pourquoi pas contrôler la majorité des mairies. Et vous allez voir quand même aussi dans cette foulée d'élections communales de 2020, d'abord 2019 également, où on a pu voir que
contre toute attente, ils n'ont pas pu participer aux élections. Et on a pu voir comment est-ce que Paul Rompé, de nulle part, est devenu président ou responsable du parti FCBU en les éjectant, et donc tout ça là. Et c'est des défis pour lui aujourd'hui de travailler à ce que, oui, son parti, le parti des démocrates, revienne en force pour gagner non seulement assez de mairies, assez de postes à l'Assemblée nationale, et en même temps reprendre le pouvoir d'État. Et donc son rôle aujourd'hui, il joue le rôle de, en quelque sorte, à sa manière, comme le gardien du temps, parce que en dehors de Boni Yayi, on ne voit pas, à proprement parler, un acteur politique assez influent, assez courageux pour affronter Patrice Talon. Regardez tous ceux qui faisaient le tapage, ceux qui se permettaient de manger de l'arachide à l'Assemblée nationale, ils tapaient les tables, ou je sais quoi, à l'Assemblée nationale, faisaient autant de bruit. Eux tous, où sont-ils aujourd'hui? Personne dans l'arène politique aujourd'hui ne veut affronter Patrice Talon. Parce que oui, à proprement parler, il y a que si on tente, en réalité, soit on subit les représailles, ou soit évidemment, on n'a pas la chance d'aller à la table pour manger avec le chef. Donc la seule personne qui, dans une certaine mesure, a cette carrure et les moyens de le faire, c'est Boni Yayi. C'est vrai que je ne partage pas entièrement cette situation que nous avons aujourd'hui, où seulement 2 personnes qui contrôlent le pouvoir d'État depuis 2006 en arrive à prendre tout le peuple béninois en otage. Pour moi, c'est mon avis, et je l'assume. J'estime que depuis 2006, Boni Yayi et Patrice Talon ont pris en otage la destinée des Béninois aujourd'hui, et avec le code électoral aujourd'hui, ça donne plus de poids encore à Boni Yayi. Ça ne donne pas de poids aux acteurs politiques. Il faut faire la nuance. Les acteurs politiques, toutes catégories confondues, sont obligés soit de s'aligner derrière Boni Yayi ou de s'aligner derrière Patrice Talon. Et donc, du coup, que dire alors du leadership de l'homme? Est-ce que ça favorise l'émergence de la jeunesse qui se retrouve autour de Boni Yayi aujourd'hui? Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se joue aujourd'hui ne permettra en aucun cas l'émergence d'une jeunesse. Pourquoi je le dis? On a beau dire que Wada est un candidat jeunesse promis par le chef de l'État, mais le chef de l'État restera dans l'homme pour contrôler. Et il y a bien des acteurs qui seront dans l'homme pour contrôler. Quand vous voyez l'autre, Hugues Tozugou fait bien d'en parler, Bazia Hossi qui, il y a quelques semaines encore, désavouait ce régime, mais qui en arrive à dire, à écrire une lettre envoyée au ministre Roméo d'État, un candidat de la mouvance, pour dire, vous êtes mon candidat, il y a matière à se poser des questions. Et donc, oui, j'estime qu'au fond, c'est pourquoi je disais toujours qu'il faut travailler à avoir un 3e larron. Et dans ce cas de figure, permettre au peuple béninois de faire un choix. Là, nous sommes bloqués parce que le béninois n'aura que d'autres choix. Le choix de Boni Yayi ou le choix de Patrice Talon. Et dès lors que c'est le choix de Boni Yayi qui gagnera les élections, souffrez que le camp de Patrice Talon soit joue le rôle de l'opposition en nous mettant, en tout cas, en leur créant tous les problèmes possibles, toutes les dénonciations possibles pendant 5 ans, ou si c'est en réalité le camp de Boni Yayi, de Patrice Talon qui reprend le pouvoir, le camp de Boni Yayi resterait là encore à dénoncer. Et donc, il n'y aura pas d'émergence de nouveaux acteurs politiques. Alors, c'est pour ça que je continue de dire, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir un 3e candidat ou un 4e candidat, de sorte à permettre, dès lors qu'on n'aura pas un président de 2026, issu de l'arène de Boni Yayi ou de Patrice Talon, en tout cas, pas directement opéré, quelqu'un qui est dont le choix est opéré par Boni Yayi ou Patrice Talon, vous allez voir que ce peuple sera un peu libéré de cette même mise des 2 personnalités. Donc aujourd'hui, oui, la seule personne de Boni Yayi joue un rôle d'opposant. Évidemment, les conditions font qu'il sera toujours plus fort, aussi longtemps qu'on n'aura pas à proprement parler, parce que Wadaï sera candidat président si Dieu le veut, et s'il vient, c'est qui va contrôler. C'est encore la mouvance, ceux qui sont restés là pendant 10 ans. Hugues Tozugou, votre lecture du leadership de l'homme au sein de l'opposition aujourd'hui? Non, il n'y a pas une autre lecture à faire que de comprendre que Boni Yayi se retrouve dans une démarche de vengeance. C'est humain, c'est naturel. Et donc, il va coûte que coûte chercher à arracher des mains de Patrice Talon ce qu'on appelle le pouvoir d'État. Il y a quelques années en arrière, quand on annonçait Patrice Talon dans le starting block, quasiment personne ne pourrait imaginer le retrouver donc à la fin du processus en tant que président de la République. Donc on se retrouve encore face à une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Est-ce que l'histoire va se répéter? Patrice Talon va-t-il
malgré lui, remettre le pouvoir d'État dans les mains de Boni Yayi, comme ce fut le cas il y a pratiquement un peu moins de 10 ans en arrière, c'est une question qu'on peut se poser de manière légitime. Mais ne l'oublions aussi pas, il y a une sorte de naïveté qui aura emporté Boni Yayi. Donc quand vous parlez de son leadership, je me dis, il a manqué effectivement de leadership politique. Parce que quand vous prenez les 6 derniers mois et vous suivez un peu Boni Yayi, vous vous rendez compte que c'est l'acteur politique qui se retrouve dans des maisons où il y a des obsèques pour présenter les condoléances. C'est celui qui, par moment, se retrouve au cœur de quelques jeunes juste pour amuser la galerie. On n'arrache pas un pouvoir d'État des mains de quelqu'un comme Patrice Talon de cette manière-là. J'ai trouvé qu'il y a eu tellement de naïveté au point où tout le temps, ils étaient là à scruter chaque fait, chaque geste du camp de la mouvance présidentielle sans pour autant enraciner effectivement ce qu'aurait été le rôle de l'opposition. Et là, ils se retrouvent devant le fait accompli, ils ne savent plus quelle carte jouer. Parce que jusqu'à un passé récent, la forme de communication politique menée par la mouvance présidentielle, c'est de mettre l'accent sur le 12 octobre. Le 12 octobre, vous connaîtrez le candidat de la mouvance. Et donc, dans la tête de l'opposition, ou du moins dans la tête de Boni Yayi, on ne connaîtra pas le candidat de la mouvance présidentielle avant cette date-là. Contre toute attente, les jeux ont été menés autrement et aujourd'hui, on se retrouve avec le candidat de la mouvance présidentielle sans que l'opposition ne puisse arriver à faire un seul pas de plus pour dire « Ok, votre candidat le voilà, le nôtre le voici, faisons maintenant le débat ». Ce qu'on a toujours décrié dans ce pays, c'est qu'il nous a manqué de débat. C'est qu'on n'a pas pu mener de la réflexion autour des sujets d'intérêt de notre pays. Et on a toujours pensé un instant que c'est le camp de la mouvance qui n'était pas assez disponible à pouvoir permettre à ce que le débat se fasse. Aujourd'hui, le candidat de la mouvance est connu. Quel débat pouvons-nous faire si on n'arrive pas à avoir celui qui doit normalement représenter le peuple béninois au nom de l'opposition de notre pays pour dire qu'est-ce que vous nous présentez? Si la presse prend l'initiative aujourd'hui en tant que 4e pouvoir pour dire faisons le diagnostic. Il y a 10 ans, Patrice Talon a pris le pouvoir. Voilà les statistiques qu'on avait au tableau. Après 10 ans de gestion de la chose publique, voici ce que nous avons comme indice. Vous, en tant qu'acteur de l'opposition, qu'est-ce que vous offrez au peuple béninois? Il n'y en a pas. Donc pour moi, ce leadership-là a manqué de quelque chose que je pourrais appeler le crédit politique. Le crédit politique de Boni Yayi a pris un coup. Ancien chef d'État, oui, c'est vrai. Mais il n'est pas le seul ancien chef d'État que le Bénin continue d'avoir. On a Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est aussi un ancien chef d'État et dont la voix continue de porter. Mais quand vous vous retrouvez à porter, je vais dire, l'autorité de l'opposition, il y a un certain nombre de faits sur lesquels vous ne devez pas vous amuser. Le peuple béninois a énormément attendu l'opposition. Imaginez un instant qu'on puisse se retrouver avec le candidat Romuald Wardani aujourd'hui élu pour qu'il se retrouve président de la République et que le peuple ait travaillé à offrir le perchoir de l'Assemblée nationale à l'opposition. Donc, que ce soit peut-être même Boni Yayi qui se retrouve à la tête de l'Assemblée nationale. Regardez un peu comment est-ce que la démocratie serait animée. Mais aujourd'hui, tel que ça se passe là, est-ce que vous avez le sentiment que l'opposition se prépare à un défi aussi important? On est dans une certaine fragilité. On se pose même la question de savoir, est-ce que les 28 acteurs qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale au titre de l'opposition, est-ce qu'on peut continuer par avoir de la cohésion en leur sein? Ce n'est pas possible de se poser de pareilles questions. Quand on sait qu'on veut arracher le pouvoir d'État, ce n'est pas qu'on veut arracher juste telle mairie ou telle autre.
on veut arracher le pouvoir d'État. C'est, comment dit-on, le pouvoir d'État, c'est la plus haute instance, c'est la première institution de la République. Et donc, je me dis, Boni Yayi, d'une manière ou d'une autre, a manqué un peu plus d'audace. Oui, Laurent disait tout à l'heure, est-ce qu'on a en dehors de Boni Yayi d'autres voix, je m'excuse, est-ce qu'on a en dehors de Boni Yayi d'autres voix dissonantes? On a des voix dissonantes. Peut-être que ces voix dissonantes ne sont pas des voix politiques, mais quand vous faites l'option, quand vous avez déjà géré le pouvoir d'État pendant pratiquement 10 ans, et que vous savez, vous connaissez mieux celui qui se retrouve aujourd'hui à être président de la République, parce que Boni Yayi a travaillé durant plusieurs années avec le président Patrice Talon, donc il connaît à peu près comment est-ce que le président Patrice Talon fonctionne. Il ne va pas dire que le président Patrice Talon, c'est un intrus pour lui. Il le maîtrise, il connaît très bien comment est-ce qu'il fait de la politique. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour moi, c'est la grande question que je me pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que jusqu'à la date où nous sommes en train de nous retrouver là, l'opposition ne puisse pas dire avec une certaine fermeté, voici les différents leaders que nous avons à présenter et éventuellement, si nous sortons telle carte et que la mouvance arrivait à contrecarrer de telle manière, voici ce que nous sommes en train d'offrir au peuple béninois. Moi, je ne vois pas cette proposition-là. Donc, pour moi, ça me pose un véritable problème. C'est comme si l'opposition n'est pas encore prête à gagner les élections. Roland, on a une question? Oui, d'abord, je voudrais quand même, au nom de Hugues Zogo, demander que nous puissions revoir certains mots que nous utilisons pour que les gens ne disent pas après qu'on insulte un ancien chef de l'État, parce que le mot naïveté pour moi est assez fort, à mon avis. Donc, je voudrais, sous son contrôle, demander que nous puissions revoir ce mot-là. Alors, ce que je veux dire par là, parce que c'est que quand on regarde un peu Boni Yayi, ce qui a manqué à Patrice Talon, en pratiquement 9 ans de gouvernance, c'est le fait qu'il ne soit pas souvent au chevet des personnes éplorées. Et je pense, en tout cas, contrairement à Hugues, que cette disposition, ce comportement de Boni Yayi à être au chevet des personnes éplorées, des personnes en difficulté, en réalité a fait grandir son estime au sein de la population. Parce que la nature aurait du vide dès que le chef de l'État en exercice. Parce que quand on voit dans tous les pays du monde entier, parfois, quand vous voyez, il y a un incident, le chef de l'État se déplace parfois, ou le chef de l'État passe un mot parfois le plus souvent. Cela a manqué en 9 ans de gouvernance de Patrice Talon, à proprement parler, à quelques exceptions près. Et quand le pouvoir ne le fait pas, le chef de l'État en exercice ne le fait pas, Boni Yayi surfe là-dessus pour le faire. Et tout le monde le traite d'humaniste. Même si, à proprement parler, il n'est pas peut-être plus humaniste que Patrice Talon, je ne sais pas, c'est une manière de parler, mais il le fait. Et donc, je crois que cette disposition-là, quand même, a fait grandir sa notoriété au sein de l'opinion publique. Mais concernant la candidature de Roméo Wadaye, je crois qu'il faut qu'on situe les choses pour les populations et les téléspectateurs. Le gouvernement, et notamment le chef de l'État, a dit que le candidat de la mouvance ne sera connu qu'en octobre. Mais ce qui a contribué à faire en sorte que le nom soit connu en août, c'est en réalité, c'est une stratégie pour en même temps empêcher une certaine situation au sein de la mouvance. N'oubliez pas, il ne vous a pas échappé que Joseph Djogbenou faisait le tour du Bénin, rencontrait les militants à la base et on a même appris entre-temps que c'est sur initiative personnelle. Donc, quand vous le laissez comme ça et que vous voyez un Fred Renou dire qu'il est candidat au primaire du Parti Blanc républicain et que vous voyez un certain Hippolyte Arondemé qui fait le tour des localités pour dire qu'il sera candidat également, il y a d'autres candidats, d'autres personnes qui prennent des initiatives, qui disent qu'ils veulent être candidats. Quand vous laissez passer ça, quand vous allez vouloir choisir le candidat en octobre, il y aura une certaine sorte de cafouillage parce que les populations auront déjà à un moment donné adopté malheureusement un certain nombre de candidats et dès lors que vous allez vouloir amener nos candidats, ça peut amener une certaine scission au sein de la mouvance présidentielle. Et je crois, et je sais, ils savent très bien que c'est pour cette raison qu'ils ont vite fait d'envoyer le nom de Wadaye pour stopper. Et vous allez voir, quand le nom a été choisi, avec quelle
rapidité toutes les personnalités qu'on voyait dans cette affaire, à l'exception de Fred Kouenoum qui n'a pas été d'accord et qui a quand même passé un message pour dire que lui n'est pas d'accord. En tout cas, il a exprimé son mécontentement, il a expliqué un certain nombre de choses. Mais vous allez voir que les autres initiatives et les autres leaders, en réalité, se sont empressés de s'aligner automatiquement. Vous comprenez qu'il y a une situation qui est là et que, en fait, personne ne veut oser affronter. Alors, troisième chose sur laquelle je reviens, la question du choix de l'opposition qui ne vient pas. Écoutez, il y a une question fondamentale qui est en jeu. La question des quitus fiscaux. Le problème aujourd'hui, vous savez très bien qu'en 2021, qui vous souvienne, que dès lors qu'on a connu les candidats pour la présidentielle 2021, ça a été la croix et la bannière pour avoir les quitus fiscaux pour ces candidats. Et dès lors que nous savons très bien que les listes seront déposées en octobre, la plateforme sera forcément ouverte à un moment donné. Il faut s'assurer peut-être dans leur sein de ce que ceux que nous voulons porter ont déjà leurs quitus fiscaux. Parce que déjà, si vous envoyez les noms automatiquement aujourd'hui, il se peut que ces noms-là aient des problèmes à avoir les quitus fiscaux, mais voilà que vous avez déjà annoncé l'information. Donc, je crois que ça doit participer d'une stratégie aussi du côté du Parti des démocrates pour dire, oui, pour dire évidemment, attendons, tous ceux qui sont potentiels chez nous là, candidats chez nous là, assurons-nous de ce qu'ils ont leurs quitus fiscaux. Et dès lors qu'ils ont ça maintenant, on peut faire le tri pour voir. Autrement, si nous envoyons un nom maintenant, l'opinion va dire, oui, voilà tel qui est. C'est Hugues Zogo qui est candidat du Parti des démocrates. Bon, c'est un exemple que je donne, hein. Je sais que vous n'êtes pas démocrate. On le dit, tout le monde dit, oui, voilà, c'est Hugues Zogo. Et puis après, on dit, finalement, il n'a pas le quitus fiscal. Et puis, vous voyez comment. Alors qu'à un moment donné, il y avait déjà une adhésion populaire. Il y a une déception au sein de la population automatiquement. Il y a un mélange. Ça pourrait impacter leur choix. Leur choix. Donc, évidemment, je pense que ça participe de cette dynamique-là. Et maintenant, attendons de voir ce qui va se passer. Je crois que même la mouvance qui annonce en grande pompe Roméo Wardani sait très bien que oui, on attend bien quand même le vrai débat et vous verrez les langues se délier, les gens prendre la parole pour dire ce qu'ils pensent. Et je voudrais quand même au moins ce matin louer, même si je ne partage pas sa vision et même si je ne le comprends pas dans sa dynamique politique parce qu'il soit il est à gauche, à droite tout le temps, Fred Kouenoum, qui évidemment est le seul aujourd'hui à proprement prendre la parole pour dire n'est pas d'accord avec la manière dont le candidat a été choisi. On voit des personnalités qui aujourd'hui, c'est comme s'il y a une pression derrière elles et qui sont obligées d'accompagner pour accompagner tout le temps. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix pour la mouvance, mais j'ai pu lire à la une d'un journal aujourd'hui que les grands électeurs soutiennent Roméo Wardani. J'ai souri parce que oui, si on doit se référer à l'histoire de Patrice Talon en 2016, les grands électeurs étaient d'un côté. On connaît les grands électeurs qui étaient du côté de Zinsou et de Sébastien Diavon. Et on a vu comment est-ce qu'il en est arrivé à s'en sortir. Donc, évidemment, ce n'est pas les grands électeurs qui feront le choix. Si véritablement les élections sont ouvertes, libres et transparentes, les grands électeurs sont là juste pour faire du marchandage politique. Alors, Hugues Zogo, une dernière question. Est-ce que les accusations de tentative de débauche portées par les démocrates aujourd'hui peuvent révéler une crise de confiance dans le système électoral? Non, je pense qu'il faut qu'on puisse ne pas se retrouver encore à ce seuil de réflexion aujourd'hui. Avant que je ne revienne sur cette question, je voudrais quand même me permettre de rebondir sur un élément assez important. On ne peut pas avoir des citoyens qui refusent de payer leurs impôts. Pour moi, c'est inconcevable. Et je ne pense pas qu'en République du Bénin, en tout cas la date d'aujourd'hui, un citoyen ait payé ses impôts et qu'on ait manqué de lui attribuer son quitus fiscal. C'est en cela que je parle de naïveté politique. Quand je parle de naïveté politique, j'insiste vraiment là-dessus. Si vous êtes candidat ou si vous aspirez à un poste politique, ce que vous deviez faire en tant que citoyen, vous le savez. Si vous aspirez à diriger le Bénin, vous avez peut-être une dizaine d'entreprises, vous avez peut-être une dizaine de domiciles ou de résidences, tout ce que vous voulez, et que vous deviez payer vos impôts sur une dizaine d'années, vous ne l'aviez jamais fait. Ce n'est pas au moment où vous deviez vous porter candidat au nom d'un parti politique que vous allez commencer par créer au scandale sous prétexte de ce que la Direction générale des impôts
ne vous a pas attribué le quitus fiscal à temps. Même en 2019, pour ceux qui, à un moment donné, voulaient se mettre dans la posture de victime politique, qui a pu avoir le courage, à la date d'aujourd'hui, au sein du parti Les Démocrates, moi je souhaite bien avoir celui-là, qui puisse dire, moi j'ai fait la demande de mon quitus fiscal, j'ai payé ce que je dois au fisc béninois, et malgré ça, la Direction générale des impôts ne m'a pas attribué le certificat dont j'ai besoin pour postuler. Mais on est en politique, disons-nous les choses clairement. Si ce que vous deviez faire depuis plusieurs années, vous ne le faites pas, et que malheureusement, l'on vous attribue le certificat à la dernière minute et que vous ne soyez plus en mesure de déposer votre dossier, vous endossez pleinement la naïveté. Vous assumez. Ne portons pas en fait du discrédit sur l'administration béninoise. On aurait pensé que, bon voilà, le quitus fiscal, c'est un outil politique. Le quitus fiscal n'est pas un outil politique. Le quitus fiscal, c'est un outil de développement. Si vous êtes citoyen, vous deviez inéluctablement payer vos impôts. Vous et moi, dès que nous percevons le salaire, nous payons une part au fisc béninois. Alors, pourquoi le politique ne veut pas le faire? Il se refuse de le faire au moment où, sans qu'on lui mette une certaine pression, il puisse mener spontanément la démarche en tant que bon citoyen. Il ne le fait pas. Et il attend un poste électif, et puisqu'on met ça comme une condition sine qua non pour lui permettre d'avancer dans le process, il se rend compte à la fin que, en réalité, il devrait peut-être 3 milliards, il n'a que 2 milliards 5 à verser. L'administration dit, pas question. Vous aspirez à un poste aussi important, vous versez les 3 milliards. Il a peut-être les 3 milliards à la veille de la clôture, c'est à la veille qu'on lui attribue, il crie au scandale. Voilà le vrai visage de nos acteurs politiques. Donc pour moi, si un acteur de l'opposition veut être présidentiable, il a si bien rappelé. Boni Yayi, redoutable acteur politique, chef d'État en exercice, Premier ministre, travaillant sous sa gouvernance présidentielle, Komi Koutié, super ministre d'État de l'économie et des finances, s'est retrouvé directeur de campagne. Et pourtant, Patrice Talon, quittant l'exil, est venu au Bénin et a arraché le pouvoir d'État. Démontrant donc que les institutions de la République ont bel et bien fonctionné. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on veut penser que c'est tout à fait le contraire? Mettons-nous au travail. La politique, c'est le travail. Pour moi, la manière dont la politique se fait par l'opposition à pleurnicher, je m'excuse de le dire, mais à pleurnicher, ce n'est pas de cette manière-là que l'opposition pourra arracher le pouvoir d'État des mains de Patrice Talon. Mettez en place les dispositifs nécessaires. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont révolutionné le monde. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, en l'occurrence, que Patrice Talon, à un moment donné, a pu mettre la pression pour dire, voici effectivement ce que j'ai pu gagner. Qu'est-ce qui se fait au niveau de l'opposition? Si rien de cela ne se fait, si aucune stratégie ne se mène en place, et il suffit juste de dire, oui, je me retrouve en tant qu'ancien chef d'État, je me retrouve être peut-être avec la masse, oui, la masse applaudit. Mais par finir, le verdict se retrouve dans les urnes. Donc pour moi, je veux quand même bien croire que l'opposition prendra les dispositions adéquates pour que nous puissions effectivement connaître ces candidats, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine, et que le débat puisse se faire. Parce que là où on se retrouve aujourd'hui, il s'agit des élections présidentielles et le plus important, c'est que le débat se fasse et qu'on sache ce que l'on propose aux citoyens béninois. Roland Toneyikes, pour finir rapidement avec le sujet. Je crois que je n'ai jamais été contre le fait que les citoyens paient leurs impôts. Il
faut que les citoyens paient les impôts. Moi, je paie des impôts. Sur mon salaire que je perçois, je paye quand même quelque chose dans la caisse de l'État. Et quand je vais acheter à des endroits, je paye la TVA, un certain nombre de choses. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, tout le monde a vu le débat que cette affaire de quitus fiscal a suscité en 2021. Et je crois que Patrick Divor, à l'époque, qui a subi un peu cette situation, est encore là pour dire ce qui s'est passé. Et qu'il vous souvienne que dans cette situation de quitus fiscal en 2021, des gens ont payé et sont allés même faire pied de grue à la porte du directeur général des impôts. Le débat est là, on a vu un peu certaines choses. Je ne dis pas que les citoyens ne doivent pas payer les impôts, ils doivent payer les impôts. Sauf que dans la délivrance du quitus fiscal, on a pu voir que certaines choses s'étaient passées. Et c'est pour éviter ça qu'on interpelle. Moi, je ne suis pas de la direction des impôts, mais ce que je dis, c'est que, oui, évidemment, qu'on fasse les choses de sorte que tout se passe pour le meilleur des cas, pour que demain, on n'ait pas encore des citoyens ou des candidats dit j'ai déjà payé, mais on traîne. Vous vous rappelez, on a dû glisser des documents sous la porte du directeur des impôts, et après, on a dit que d'aller à telle personne, des gens sont allés rester à la direction des impôts jusqu'à 0h, 1h du matin. On a vu tout ça dans ce pays. Donc, ils auraient pu éviter tout ça non, en payant écoutez, à temps leurs impôts. Je ne suis pas sûr que là, vous êtes là maintenant, que vous savez tout ce que vous devez à la direction des impôts. Parce que, non, évidemment, parce que le problème, c'est qu'il faut juste adresser un mail. Aujourd'hui, mais justement, quand vous payez des impôts, vous payez les tasses. Mais il se peut que parfois des choses vous échappent. Et vous savez très bien que dans cette affaire de quitus fiscal aujourd'hui, c'est un instrument de développement. Je ne veux pas, je veux pas ajouter. Qu'il soit de développement ou politique, je ne veux pas ajouter. Nous allons avancer sur ce plateau. C'est un instrument pour faire plier des gens. Ça, je le dis, je ne vais pas utiliser le second mot, mais je dis que c'est un instrument qui aujourd'hui est utilisé bien pour... Je peux vous aider. Pour contrôler, vous voulez dire? Instrument politique. En tout cas. Nous allons poursuivre. En tout cas, de toute façon, nous avons tous suivi le débat en 2021 et je voudrais que nous fassions l'effort pour que... Puisque jusque-là, évidemment, parce que dans les candidatures, même que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, évidemment, il faut avoir ça. Réellement, il faut payer les impôts. Oui, mais j'avais continué. Mais vous savez très bien que, Carole, je ne vous souhaite pas d'être dans cette situation un jour. Nous allons rester dans le même registre et maintenant, à présent, on s'intéresse aux accords de gouvernance et de législature en vue entre le parti FCBE et UPR, voire encore BR. Voilà, Hugues-Hector Zogo. Qu'est-ce que vous souhaitez que je partage avec vous? Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui de ces accords de gouvernance entre un parti politique qui se dit de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle? Je dirais que l'État a failli à sa mission fondamentale de pouvoir éduquer les citoyens. Je dirais que c'est la lecture que j'en fais. Parce que dès que l'État arrive à éduquer les citoyens ou à éduquer les habitants, on a de citoyens avertis, donc on a de bons citoyens. Et le bon citoyen, c'est celui qui arrive à faire la part des choses. C'est celui qui arrive à comprendre où se situe l'intérêt général, donc l'intérêt du pays, et où se situe l'intérêt de quelques acteurs. Je ne voudrais pas me prononcer sur le fond de la démarche. Mais pour la forme, je pense que ça me pose un problème. Mais je nourris un seul vœu. Le vœu que la signature se fasse, qu'on aille aux élections et qu'à la fin du processus, on ne puisse avoir un seul acteur du parti Foscori.Bénin émergent, député à l'Assemblée nationale et maire. Et à partir de ce moment-là, on pourra se retrouver pour faire le débat. Parce que ce qui va se faire, d'une manière ou d'une autre, ça sera profitable à la mouvance. En quoi? Oui, ça sera profitable à la mouvance, puisque en politique, c'est l'addition, ce n'est pas la soustraction. Donc la mouvance, quand vous êtes tranquille dans votre maison, et celui qui a passé plusieurs années à vous insulter
vient pour vous demander pardon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le rejetez? Vous ne le rejetez pas, vous acceptez, vous dites, ok, j'ai entendu. Ils ont pour ambition d'avoir un candidat pour la présidentielle et également pour les législatives. Vous savez, on a un peuple mature. Le Béninois, c'est quelqu'un de mature et de respectueux. Et le président Patrice Talon, en tout cas, pour le peu qu'il a passé à la tête de notre pays, nous aura permis de comprendre qu'il y a un passé honteux vers lequel on ne doit plus glisser, que ce soit sur le plan politique et autres. Il a permis aux Béninois de revivre ce qu'on appelle l'identité de l'autorité d'État. Et donc, pour moi, on ne va plus se retrouver avec un quidam pour dire qu'on est en train de l'avoir comme porter le titre de présidentiel. Un problème de crédibilité? Je ne parlerai pas de problème de crédibilité. La Constitution de notre pays permet aux citoyens qui, à l'âge de 40 ans, de pouvoir se porter candidat. Mais il y a le bon sens. Il y a ce que nous nourrissons comme rêve, la vision des pères fondateurs de notre État. Tout ça mis ensemble doit pouvoir nous aider à comprendre quel profil de présidentiable nous avons. Je ne voudrais pas retourner dans le passé, parce que si j'y retourne, je serais obligé de faire ressortir un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de comprendre qu'on est en train d'amuser la galerie. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, que l'accord soit signé et qu'on se retrouve aux élections. Ça va être profitable à la mouvance. La mouvance va en tirer le maximum de profit. C'est des stratégies politiques. Mais celui qui vient vers la mouvance pour dire « Voici ce que je vous apporte », j'espère et je nourris le vœu que ce parti-là ne puisse pas avoir de représentants à l'Assemblée nationale, ne puisse pas avoir de maire à la tête d'une de nos communes. Et qu'on puisse voir maintenant la posture. Autrement dit, que ce parti disparaisse. Ben, écoutez, je n'ai pas dit que le parti disparaisse. Ce que je dis, c'est qu'après cette étape-là, que nous puissions nous retrouver et apprécier. C'est-à-dire, quand je dis apprécier, c'est que nous puissions savoir quelle est en réalité la vraie démarche du leader qui a pris l'initiative au nom de tous les militants. Parce que c'est forcément un leader qui doit emmener le process, voyez-vous, conduire le process. Donc pour moi aujourd'hui, c'est le vœu le plus cher que je leur porte. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils pourront sans doute se retrouver pour réfléchir. Il y a peut-être de réformes dont le parti a besoin. Et c'est peut-être quelques leaders qui, juste là, ne veulent pas que les réformes se mènent ou que les réformes se fassent. Mais quand ils vont se retrouver dos au mur et face à la réalité, ils vont pouvoir s'arrêter. Donc moi, aujourd'hui, le vœu que je porte, ce n'est pas que le parti disparaisse, mais c'est que le parti puisse exister encore plusieurs années durant et permettre à notre pays de faire l'expérience du parti Foscori pour un Bénin émergent. Alors Roland Toneiké, je serai encore plus précise. Ces accords peuvent-ils aujourd'hui faire basculer les résultats de la présidentielle ou même des législatives porchées? Première chose, j'ai envie de dire à Paul Ronquet d'arrêter cette attitude de chauve-souris. Soit vous êtes mammifère, soit vous êtes oiseau. Écoutez, vous êtes opposant et vous allez faire accord de gouvernance avec la mouvance présidentielle. Écoutez, ça ne lui coûte rien et on ne va pas lui en vouloir. Moi, je savais très bien, je l'ai toujours dit, je l'ai chanté tout le temps que pour moi, le parti FCB n'est pas à proprement parler un parti d'opposition, c'était un parti fait valoir qui nous a amené dans la situation qu'on a vécue en 2021, 2020, on a pu voir. Et donc aujourd'hui, s'il décide d'aller dans la mouvance, qu'il fasse une déclaration officielle de dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le parti FCBE est de la mouvance. Et là, il fait son accord de gouvernance en bonne et due forme et puis il n'y aura plus de débat.
Mais dire que je suis opposant et je vais lui faire accord de gouvernance, même si vous voulez, vous aspirez à diriger le pouvoir d'État, avec ceux qui... obtenir les parrainages. Attendez. Je veux bien croire que Paul, on peut faire l'effort parfois de lire le code électoral. Parce que l'article 146 nouveau dit ceci. Je vais lire le premier alinéa et le deuxième alinéa. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins, excusez, je vois très mal cette temps-ci, au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Second alinéa. Toutefois, pour des partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de gouvernance de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux, je précise là-dessus, de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Ça veut dire que s'ils n'ont pas 10%, en réalité, ils ne comptent pas dans le calcul. Si en réalité c'est un refuge pour eux d'espérer qu'avec les quelques voix qu'ils ont pu gagner au cours des dernières élections, 50 000, je sais combien de voix, ça leur permettra d'avoir des élus. Attention, la loi dit au moins 10%. Dans cette affaire d'accord de gouvernance, c'est quand vous avez au moins 10% que maintenant l'accord de gouvernance ou bien de coalition parlementaire est valable pour maintenant calculer, vous attribuer les sièges. Et donc j'estime qu'aujourd'hui, il faut que les acteurs politiques lisent le code. Écoutez, on a vu ce débat où les acteurs politiques disaient à tout moment que oui, quand on a vu la dynamique Olivier Bokor, il faut être candidat porté par le parti, il faut être membre de parti politique. Mais les acteurs qui disaient ça, c'était qui? La plupart du temps, des députés. Mais dans le code qu'ils ont voté, ça c'est la preuve qu'ils n'ont pas tout lu avant de voter. Parce que dans la loi, il est bien dit, preuve d'appartenance ou de leur désignation. Mais tout le temps, c'est eux qui nous disaient que, évidemment, il faut être membre d'un parti politique. Ils ont oublié que la loi qu'ils ont votée dit preuve de la désignation. Donc, évidemment, vous voyez un peu, les gens font tout à la fois. Ils pouvaient aller faire accord de gouvernance. Mais ils oublient que, est-ce qu'il a lu qu'en réalité, il doit travailler à avoir au moins 10% avant de compter dans le calcul? Je crois qu'il n'a pas lu ça. Ou alors, c'est un refuge pour lui pour faire, comme on dit en fond, du bégon pour après espérer avoir sa part dans la gouvernance d'État, parce qu'il sait très bien que pour les prochaines élections, s'il va aux élections, il risque de ne rien avoir. Et dans ces conditions, le peu de moyens qu'il a pour comment vous appelez, financement parti politique, ça va prendre fin. Et donc, il faut rapidement se repositionner. Je veux bien demander aux acteurs politiques de quand même avoir de la logique, de la suite dans ce qu'ils font. Soit, il fait une déclaration officielle pour dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus opposant. Personne n'a refusé à un acteur politique d'aller soit dans l'opposition, soit dans la mouvance. Mais faire ce jeu de chauve-souris, on est mammifère aujourd'hui, après on est oiseau, on ne veut pas s'affirmer, on ne veut pas s'assumer, on ne veut pas accepter sa vraie identité, ça gêne et nous pensons que la jeune génération suit ça. Quel héritage politique voulons-nous laisser à la jeune génération? Quelle leçon donnons-nous à ces jeunes-là que nous interpellons tout le temps pour dire qu'ils ne sont pas prêts, ils ne font pas les choses normalement, alors qu'en réalité, vous, acteurs politiques également, vous n'êtes pas à proprement parler, moi j'estime, un modèle dans la dynamique de la gestion politique. Il va falloir que Paul Ronquet aille lire ça, de savoir que s'il n'a pas 10%, sauf s'il compte sur quelque chose. Vous avez le sentiment que le parti n'aurait pas de conseil juridique au point de ne pas comprendre... Non, parce que si on fait accord de gouvernance dans ce cas, et vous savez les résultats qu'ils ont eu pour les élections 2023, à peine, pas 100 000 voix aujourd'hui, et quand on voit ça, 2023, parce qu'on a, moi j'ai toujours dit, depuis 5 ans ou 4 ans ou 6 ans, si vous voulez, sur le plateau, que dès lors que le Parti des démocrates ira aux élections, FCBU n'aura rien. Attendez, on a pu voir ça en 2023, quand le Parti des démocrates est allé aux élections, vous avez dû constater avec moi que ils n'ont rien eu. Vous avez le sentiment que Force Corée.Bénin émergent ne pourra pas battre les démocrates pour les prochaines élections? Mais c'est pas moi qui le dis, Paul Ronquet oui, mais c'est un rêve qui peut devenir réalité. Moi, je lui souhaite ça de tout cœur. Mais à proprement parler, parlons politique pour ne pas faire semblant. Je pense que ce parti n'aura rien en 2026. Même s'ils font encore de gouvernance, ils n'auront rien. Alors, on peut faire le pari. Mais je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne sais pas. La FCBE, au vu de tout ceci, reste-t-elle encore crédible? Mais écoutez, crédibilité, pour moi, d'abord, je veux quand même revenir sur un aspect. Écoutez, en 2026,
il se peut. Si par des machinations ou stratégies politiques, peut-être que Paul Kounkoué se retrouve dans la course pour aller aux élections, pendant que d'autres peut-être n'ont pas la possibilité d'aller aux élections. À ce titre, il peut avoir quelques privilèges. Mais crédibilité politique pour moi, excusez, je le dis, et c'est moi et je l'assume. Ce parti n'a aucune crédibilité devant moi. Merci Roland Laurent Toneikes, merci Hugues Hector Zogo.